Encore une belle journée qui s'annonce. J'adore le Canada au mois de juillet, c'est le temps parfait pour faire de l'exercice, aller voir des amis. Ouais, ok, non, je pense que je vais plutôt rentrer et regarder la télé. Je risque moins de mourir à la fois de froid et d'hyperthermie. Bon, alors, je regarde quoi? Quoi de neuf, docteur? Vos problèmes. La police a retrouvé le type qui maîtrise l'air, mais quand... Hey, tu fais quoi? Pas grand-chose, je cherche quelque chose à regarder à la télé, mais honnêtement, y a rien de bien. Comment ça, y a rien à regarder? Juste sur Netflix, y a 4 fois plus d'heures de contenu qu'il y a d'heures dans une année. Alors, je te laisse faire un petit calcul avec Disney+ et Amazon Prime. Ouais, je sais, mais c'est juste plus pareil, tu sais. J'ai plus le sentiment que j'avais il y a 15 ans quand je me levais à 7h30 du matin un samedi pour regarder des dessins animés exprès. Ouais, exactement, je comprends. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ce sentiment que d'allumer la télé tôt le matin et de tomber sur le générique d'intro de Ben 10 ou d'Avatar le dernier maître de l'air. Ouais, même ce petit sentiment de déception quand tu changeais de chaîne et que par hasard tu tombais sur le générique de fin de ton émission préférée. Mais c'était pas grave, parce qu'il y avait les rediffusions, oui, exactement. Quand t'as trop de choix, on dirait que ça rend les choses moins spéciales. Tu parles, j'ai du retard sur toutes les séries que je regarde parce que ça fait 1 an que je regarde House of Dragon la semaine prochaine. Oh, pareil. Mais tu sais ce qui me manque aussi? Les productions originales. Les quoi? Les dessins animés que je pouvais regarder en étant fier de mon identité canadienne. T'avais pas d'idée pour ta vidéo d'aujourd'hui et le hasard fait que ça tombe juste avant la fête du Canada, donc tu fais un épisode 2 sur les dessins animés canadiens. Totalement. La télévision canadienne, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, et vous avez été nombreux en commentaire à me réclamer une partie 2. Et comme j'avais très envie de vous faire plaisir, et surtout comme c'est la fête du Canada normalement le lendemain du jour où sort cette vidéo, la voici de rien. Pour nous remercier, soyez sûr de vous abonner, d'activer la cloche, ainsi que de laisser un like et un commentaire, ce qui aide énormément pour le référencement, sans oublier de visiter la description où vous trouverez un lien vers notre Instagram et notre Artpal pour acheter nos tableaux. Et je comprends que le sujet vous intéresse parce que honnêtement, quand je parle de dessins animés canadiens, j'ai tendance à parler de dessins animés canadiens des années 2000. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est une bonne shot de nostalgie. Ce qui techniquement fait de moi votre dealer de dopamine personnel. Mais aussi quand on parle de dessins animés canadiens, je parle de ce qui était diffusé sur les chaînes québécoises parce qu'après tout, c'est quand même de là d'où je viens. Et là, tu te rends compte de quelque chose. Il y a un énorme décalage entre la télévision anglo-canadienne et la télévision purement québécoise. Et ce, dans 99% des cas. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Toute la télé québécoise n'est pas à jeter. Il y a des émissions comme Random ou encore Infoman qui sont devenues de véritables icônes de la télé au Québec. Ça donne des boutons aux souverainistes de le rappeler, mais le Canada est une monarchie constitutionnelle. Mais en y repensant, même des séries que j'adore, comme Il était une fois dans le trouble par exemple, c'est hyper représentatif de la télé du Québec dans les années 2000. À savoir, c'est par moments assez fermé d'esprit et surtout, on est bloqué à la fin des années 80 et dans les années 90 en termes de commentaires et de thèmes abordés. Les explications sont en chinois. Oh, pas de problème. On a plusieurs Chinois qui travaillent ici. Qui? Bruce Lee et Chop Suey. Bruce Lee et Chop Suey. Et vous, c'est quoi? Egg roll? Rouleau impérial. Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'à la base, j'avais une blague écrite pour cette partie, mais que j'ai juste lancé un épisode d'Il était une fois en trouble au hasard, à un moment random, et je suis tombé là-dessus? Ah, je vous jure, des fois, les blagues, elles s'écrivent toutes seules. Mais ça, c'est pour le live action, parce que des dessins animés au Québec, on en produit. On en produit pas beaucoup, mais on en a, comme par exemple, on a Pérus Cité. Et c'est déjà bien. Tu sais comment il est capable de se peinturer dans le coin? Regarde, je pense qu'il est même capable de s'enfermer dans le mur en... Ben? Oui? C'est encore quelqu'un qui s'apprête à te dire que je suis même capable de m'enfermer dans le mur en posant du Gyproc, ça? Non, Léopold. Pérus Cité, si le nom fait tiquer les Européens, c'est sans doute à cause de François Pérusse, le créateur des 2 minutes du peuple, une série de sketchs radiophoniques créés pour l'Europe et redoublés pour le Québec. On a tous notre sketch de François Pérusse favori. Moi, par exemple, j'adore celui de l'agent Cricket que j'ai redécouvert avec le fan edit de Naruto. Traversez à la nage tout nu un torrent truffé de remous et de requins, ensuite pendu à un hélicoptère par un cheveu et muni d'un tout petit bâton, vous parcourez un champ radioactif rempli de tyrannosaures et de terroristes armés de mitraillettes pour... Le bateau là-bas qui s'en va. Merde, trop tard. Je vais essayer de sauter. T'es malade, tu sauteras jamais assez loin. Il est fou. Je savais qu'il tomberait à l'eau. Je suis pas tombé. Putain, il est sur le bateau. C'est le caméraman qui a pas sauté assez loin. Mais ça, ce sont des sketchs radiophoniques qui plus tard ont été animés professionnellement et surtout qui ont été écrits et créés pour l'Europe.
Ça, c'est jusqu'en 2012, quand François Pérusse lance Pérussité, sa propre série satirique animée québécoise qui est faite pour la télé québécoise. On y suit les aventures du ministre de l'Environnement Léopold Ouellette et de son conseiller Ben Hardy qui doit vraiment partir en dépression à force de devoir ramasser les conneries d'un ministre aussi débile. On l'a fait. Monsieur le ministre, je vous donne cette enveloppe en échange de votre femme taillot. Ben là, tu vas pas me dire que je savais pas que t'étais filmé, là. Bon, là, attends un petit peu, là. Moi, là, j'étais supposé savoir là, que 3 caméras, un réalisateur puis une maquilleuse, là, ça signifie automatiquement que je suis filmé. On a aussi le personnage de Sophie, la conjointe de Ben, et de son meilleur ami Guy qui travaille dans le domaine de la publicité. Comme personnage de support sympathique, on a aussi Madame Allaire, la voisine gentille que tout le monde aime. La série sera diffusée pour 2 saisons et aujourd'hui, plus d'une décennie plus tard, tous les épisodes sont disponibles en très bonne qualité sur YouTube. Et honnêtement, Pérussité, je vous le conseille, c'est de l'humour très politique et très satirique, mais écrit de façon à ce qu'un enfant de 10-12 ans soit capable de le comprendre. Le tout avec le 3e degré et le jeu de mots habituel qui ont fait de François Pérusse qui il est. La couleur? C'est le stainless, là, avec le petit carré jaune marqué « J'ai besoin d'espace, j'espère que tu me comprends ». Attendez-nous un petit peu, je On peut avoir une conjointe? Ben, Oui? pointe à lunch. Ah, je pensais que tu voulais dire merci. Ben oui, c'est ça que je voulais dire, mais maudit que je suis pas bon là-dedans. Pérusse qui bien sûr a écrit les musiques, les scénarios complets et qui double absolument tous les personnages de la série. Le tout avec un bon score d'audimat, c'était quand même un demi-million de spectateurs en moyenne pour la saison 1. Et ça va baisser à un petit peu plus d'un quart de million, oui, pour la saison 2, mais c'est pas exactement pour ça que la série a été annulée. Malheureusement, en octobre 2013, Radio-Canada annonce qu'ils ne vont pas renouveler Pérussité pour une saison 3 parce que, je cite, le dessin animé n'est pas la direction où ils voulaient emmener la comédie. Quoi? Bon, que ce soit clair, il existe plein de séries et films live-action qui sont des comédies et qui ne sont pas mauvaises. Par exemple, moi, j'ai plusieurs épisodes de How I Met Your Mother, Community et Scrubs qui vivent dans ma tête sans y payer un seul loyer. Oui, j'ai finalement parlé de Community. Est-ce que God 3073 peut soit arrêter de spammer la comment section ou me réclamer des thèmes plus précis? Mais personnellement, animer une série parce qu'elle est en animation, parce que ça fait pas assez vivre le genre de la comédie selon l'opinion des producteurs, je ne comprends pas. Et ce pour 3 raisons très importantes. De 1, on parle ici d'un produit fait par François Pérusse et porté à 100% par ce dernier, qui est un auteur et humoriste qui n'a plus à faire ses preuves. 2, on vit quand même dans un monde où Mickey Mouse et les Looney Tunes ont porté la comédie depuis maintenant presque un siècle. Et de 3, outre frontières nationales, l'animation canadienne en tant que telle, c'est un Pokémon très particulier. La dernière vidéo, elle parlait de dessins animés canadiens qui étaient hardcore et vous avez été très nombreux à me souligner en commentaire que c'était pas si violent que ça, qu'il y avait rien là, etc. Dans l'absolu, c'est pas grand chose, ça reste des dessins animés faits pour les 6 à 12 ans, mais le fait étant que c'est des dessins animés du samedi matin et tu compares ce qui est fait au Canada versus ce qui est fait aux États-Unis, c'est beaucoup plus sombre dans les thèmes abordés, dans la mise en scène et dans tout ce qui entoure l'œuvre en général. Genre, c'est pas dans des dessins animés traditionnels des années 2000 ciblés pour les 8-12 ans que t'aurais un personnage comme Seth de Digata qui perd un bras ou encore Zeus qui se fait poignarder d'un bout à l'autre de son estomac dans Classe des Titans. L'éternel débat, non, c'est pas parce qu'il y a pas de sang que c'est pas violent, c'est juste moins gore. Ça, c'est sans parler d'Andy Larkin qu'on a déjà établi dans la dernière vidéo est un délinquant sexuel. Bref, le Canada, j'ai l'impression que les dessins animés qui ont forgé mon enfance, mais qu'on ne se souvient pas forcément aujourd'hui, c'est des dessins animés qui ont été annulés. Et ces dessins animés-là, ils avaient tendance à repousser les limites et à ne pas rentrer dans le moule. Preuve étant, La Retenue avait une intrigue complexe et bien ficelée et a été annulée en cours de diffusion. Caillou qui est, Caillou, à la télé pendant plus de 20 ans. Et il y a même un reboot en CGI qui arrive. Ma réaction il y a 2 ans quand j'ai appris que Peacock travaillait sur un reboot CGI de Caillou. Ils ont ramené le petit démon chauve canadien à la vie, ils ont ramené le petit démon chauve canadien à la vie. Je vous avais dit de le laisser dans les abysses. Je vous encourage d'autres à aller visionner l'autre vidéo de la chaîne sur le thème, le lien étant dans la description. Mais restez ici pour voir cet épisode en premier, je suis sûr que vous l'apprécierez quand même. Et je me permets de lancer ça comme ça, si un épisode sur les séries québécoises vous intéresse, soyez sûr de le réclamer en commentaire. Parce que oui, il y a des choses à dire sur le sujet et je suis pas le seul à penser. Par exemple, on a un créateur de contenu Félix Baudouin qui ne fait pas beaucoup de vues et qui a pas beaucoup d'abonnés, mais qui propose un contenu très intéressant et me donne une bonne shot de nostalgie québécoise quand besoin est. Allez voir sa chaîne, je vous la recommande. Je mettrai donc ces liens en description et soyez sûr de commenter ces vidéos avec un petit chat trop mignon et de dire que c'est moi qui vous envoie pour faire un coucou à un compère. Mais bref, assez de blabla, rentrons dans le vif du sujet. Sur ce, salutationalisation et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, en l'honneur de la fête du Canada, je vous présente un 2e épisode sur les dessins animés canadiens les plus hardcore. Le Canada et les jouets. Est-ce que vous, derrière votre écran, vous aimez les jouets?
Non, pas ce genre de jouet-là, bande de gros dégueulasses. Quand on fait un jouet, il faut le vendre. Et pour le vendre, il faut faire du marketing. Et ce marketing, pour beaucoup de jouets, ça passe par le fait d'en faire un dessin animé. Il existe des centaines de dessins animés qui ne sont en fait que des produits dérivés de jouets, Tortue Ninja étant l'exemple le plus célèbre, mais c'est aussi là que rentrent les G.I. Joe pour n'en citer qu'un seul. Mais moi, les jouets desquels j'abuse encore aujourd'hui... Attends quoi? Mais moi, les jouets que j'adore encore aujourd'hui, c'est les TCG, c'est-à-dire les Trading Card Games. Et au Canada, on a eu 2 dessins animés qui étaient en fait des publicités pour vendre des Trading Card Games. 2 exemples qui sautent à la gueule et qui vous mordent en termes de nostalgie. Des jouets qui sont faits pour rentrer dans le même domaine que Yu-Gi-Oh! Ou Magic the Gathering, duquel je suis un gros joueur. Et le premier de ces jeux, c'est Chaotic. Chaotic, ou l'équivalent jeu de cartes de Pokémon Go, c'est-à-dire il est monté très vite et est retombé très fort. Et ouais, je vous entends déjà, Chaotic, c'est une production de Jetix, c'est pas canadien, blablabla. Les épisodes étaient animés au Canada, donc ça compte, et de toute façon, c'est moi qui fixe les règles. Donc Chaotic, c'est l'histoire de Tom Major, pseudo Major Tom, un jeune homme qui joue à un jeu de cartes nommé, vous l'aurez deviné, Chaotic. Juste avant de recevoir un code qui lui permet de se téléporter dans une dimension parallèle où il peut prendre la forme des personnages du jeu. Les épisodes se divisent tous en 3 catégories. Premièrement, les épisodes match, où est-ce que les personnages vont faire une partie de Chaotic. De 2, les épisodes plus aventure, où les personnages vont aller à la recherche de créatures à scanner et donc les ajouter à leur jeu pour pouvoir les utiliser dans une partie. Et finalement, t'as les gros épisodes où les ados de 13 ans se retrouvent mêlés à une guerre civile ou à un coup d'état en plein milieu d'un pays à la frontière entre le Seigneur des Anneaux et Star Wars. Oh, vous pensez que j'exagère, mais pas du tout. C'est comme ça que beaucoup d'arcs sont construits. Les créatures de l'univers de Périm, c'est-à-dire l'univers où évoluent ces monstres, ont besoin de l'aide des adolescents pour une raison ou pour une autre. Et Chaotic, quand j'étais à l'école primaire, vous imaginez pas la popularité que ça avait. Les professeurs avaient des stages de plus de 1000 cartes confisquées chaque année à des étudiants. Et quand même, relativement souvent, j'ai eu quelque chose comme ça. Ah, enfin à la maison après une longue journée d'école et qu'est-ce que tu fous chez moi? Tu veux jouer à Chaotic? Non, pas vraiment. Comment t'es entré? C'est ta grand-mère qui m'a ouvert, je lui ai dit que je venais pour jouer à Chaotic. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment mes cartes avec moi et... c'est pas grave, on peut regarder un épisode de Chaotic. L'épisode sera pas diffusé avant 4 heures. Ça nous laisse 4 heures pour parler de Chaotic. Mais on se parle même pas d'habitude. Ouais, mais maintenant que je sais que tu joues à Chaotic... Mais personne ne sait comment jouer à Chaotic. Tout le monde se contente juste d'acheter des cartes, d'imaginer des coups, de faire semblant d'en esquiver avec des règles arbitraires et c'est celui qui fait le plus chier l'autre qui gagne. Ouais, j'avoue. Donc, tu veux parler de Chaotic? 2 choses importantes ici. D'1, oui, c'est vraiment arrivé. Le gars en question, on se parle encore une fois de temps en temps. Salut si tu regardes. Et de 2, c'est vrai. Personne savait jouer à Chaotic. Et pour cause, Chaotic, c'était un jeu de cartes qui était beaucoup plus proche des échecs que de Magic the Gathering ou du Yu-Gi-Oh! De l'époque. Et ça, dans la série, on te le montrait quasiment jamais. On mettait en scène des combats, mais le jeu en tant que tel était super rarement montré. En fait, l'exemple le plus parlant, c'est quand Tom affronte le maître du code Crélan. Les maîtres du code dans l'univers de Chaotic, c'est un petit peu les modérateurs, si tu veux. C'est les meilleurs joueurs qui existent. Et quand tu remportes 7 victoires dans des matchs officiels dans leur dôme de combat, tu as l'occasion d'affronter un maître du code. Et si tu réussis à le battre, il va te donner un scan de son lieu de combat le plus rare. Lieu de combat où tu pourras après te téléporter et aller scanner des créatures tout aussi rares que puissantes. Bref, battre un maître du code, c'est quelque chose de très rare, mais quand ça arrive, oh que t'es content. Et cet épisode est une des rares fois où tu vois comment le jeu fonctionne, où le maître du code t'explique l'efficacité de certaines attaques, mais aussi comment bien placer tes créatures et bien utiliser les ressources et effets du jeu pour gagner. Et le fait que ce soit aussi rare dans la série qui était le point de marketing principal du jeu, ça a fait que absolument personne savait comment jouer à Chaotic. Et c'est peut-être pour ça que le jeu a disparu. C'est pour moi qu'il l'invente. Les jeux de cartes ont une extension de base, c'est-à-dire le jeu qui vient principalement, et au fil du temps, on rajoute des cartes. On appelle ça de nouvelles extensions. Magic, par exemple, le plus gros jeu au monde, il a 4 ou 5 extensions par an. Et Chaotic, sur toute sa durée de vie, en a eu 3. Incluant le jeu de base. Ça se complique encore avec la 2e saison du dessin animé qui adopte un nouveau art style pour souligner la 2e expansion du jeu, l'invasion des Marillion, et on a délocalisé la production du Canada vers la Corée du Sud. 2e saison qui n'a jamais été traduite, qui n'est jamais arrivée au Québec, qui est disponible sur YouTube et c'est là que je l'ai trouvé il y a quelques années et que je l'ai regardé au complet. Honnêtement, c'est très bien. Mais le problème étant que cette saison commence avec un épisode qui fait suite au gros cliffhanger de la fin de la saison précédente. Donc pour nous, les Québécois, Chaotic, ça se finit sur un gros cliffhanger et il n'y a jamais eu de suite. Et faites-moi confiance, la suite, elle est quand même assez décevante. Mais il y a de l'espoir parce qu'en 2019, les créateurs ont annoncé qu'ils voulaient revenir avec un reboot, peut-être même un nouveau jeu de cartes
ou même une refonte de l'ancien jeu, voire rééditer les anciennes extensions et en ajouter de nouvelles. Et pour le dessin animé, ils vont tenter de ramener autant du cast original que possible. Tout ça à cause de quoi? Les fans, parce que Chaotix a beau être un produit qui savait pas trop où est-ce qu'il voulait aller, le fait étant qu'il a quand même réussi à ramasser une fanbase très dévouée, et c'est encore vrai aujourd'hui. Les peut-être 30-35 fans qui restent sur la planète sont vraiment intéressés par cet univers. Mais une série qui tourne autour d'un TCG qui vient suivre les extensions avec de nouvelles saisons et qui s'est planté lamentablement à cause de mauvaises décisions et qui aujourd'hui a été oubliée, malheureusement, c'est pas juste chaotique au Canada qu'on a eu comme ça. Un jour, le monde qui m'entourait a changé lorsque des cartes se sont mises à tomber du ciel partout dans l'univers. Comme elles avaient l'air bien inoffensives, avec un groupe de mes amis, on a inventé un jeu super cool. Bakugan, une des licences les plus iconiques des années 2000. C'est une légende. Et quand je dis légende, je veux dire légende. Littéralement, tout le monde de mon âge, au moins, sait c'est quoi des Bakugan. Quand j'étais petit, c'était la série que tu regardais sans vraiment assumer parce que c'était vu comme enfantin, principalement à cause des jouets à côté. Et ce jouet en tant que tel, il est créé par un homme du nom de Alric Saucier, qui vit aux États-Unis, mais qui le fait développer par Spin Master, une entreprise canadienne, le but étant de créer l'équivalent des toupies Beyblade, mais pour les billes. Alors non, malgré son nom qui veut dire balle explosive, Bakugan n'est pas vraiment japonais. Même le dessin animé en tant que tel, il a été produit moitié au Canada et moitié au Japon. Et le jouet en tant que tel, c'est une collaboration américaine et canadienne. Mais bref, parlons du dessin animé qui va suivre Daniel Kuzo comme protagoniste. Je m'appelle Dan. Le personnage s'appelle Daniel Kuzo. J'ai une théorie comme quoi les Canadiens avaient le droit de choisir le prénom et les Japonais le nom de famille dans le contrat. Mais bref, Daniel, c'est un jeune joueur de Bakugan. Les Bakugan, ce sont des créatures aliens qui vivent dans des billes autour desquelles les personnages principaux auront créé un jeu qui demande d'ouvrir un portail dimensionnel. Le tout parce que les Bakugan viennent d'une dimension parallèle qui s'appelle Vestroya et ont profité d'une faille dimensionnelle créée entre autres par les agissements du Bakugan maléfique Naga pour pouvoir entrer dans notre monde. Les jeunes personnages ont donc exploité toutes les mécaniques créées par les Bakugan pour créer un jeu et réellement lui donner substance. Arc de capacité activé! Ces jeunes enfants ont 12 ans et ils sont capables de comprendre les mécaniques quantiques et surtout de créer un jeu aussi complexe que Magic the Gathering. Il n'y a pas de problème avec ça. Et tout le scénario va tourner autour du fait que les Bakugan viennent d'une autre dimension et renferment un grand pouvoir. Ce grand pouvoir, les héros empêchent les méchants de se l'approprier, notamment Masquerade, un des antagonistes principaux de la première série. Le tout commence quand Dan rencontre un Dragonoid, un Bakugan capable de parler qu'il va nommer Drago. À partir de là, tous les autres personnages trouveront leur Bakugan parlant et vont s'opposer à bon nombre d'ennemis, sans parler de cette scène qui me fait encore bien rire. Au début, je pensais que ce n'était qu'un inoffensif jeu d'enfant, alors je l'ai laissé jouer tant qu'il voulait. Il en parle sans arrêt. Ou bien il est parti jouer, ou bien il bavarde en ligne sur des forums Bakugan. Je l'ai vu de mes yeux en train de parler à son Bakugan. Qui sont ces Bakugan? Bon, vous voyez, finalement, ça, c'est réaliste. Les enfants s'amusent avec des jouets et les parents pensent que ça les rend dangereux et satanistes. Bon, en vrai, je ris, mais Bakugan, c'est quand même ironique que c'était vu comme trop enfantin pour moi quand j'avais 11 ans, alors que, dans les faits, il y a des thèmes qui sont vraiment hardcore. Une gimmick assez utilisée, c'est la dimension néant, c'est-à-dire que quand un joueur lance la carte néant, la carte préférée de Masquerade, les Bakugan adverses qui perdent un combat sont bannis dans la dimension néant et en quelque sorte, ils meurent. Non! Ce n'est pas possible! On ne peut pas s'échapper de la dimension néant! Je dois avouer que je ne m'attendais pas à te voir ici, cher ami. Même maintenant que tu es là, ne t'attends pas à un traitement de faveur. Ils arrivent en enfer. C'est basiquement l'enfer. Et au milieu de la série, Drago est envoyé par Masquerade dans la dimension néant et Dan saute avec lui pour tenter de le protéger. Les autres combattants font exprès de perdre contre Masquerade pour aller chercher Dan dans la dimension néant, le tout avant de revenir plus fort que jamais après avoir vaincu les guerriers Bakugan de légende, qui sont chacun une allégorie des traumas de chaque personnage, revenant avec des Bakugan plus puissants pour défaire Naga, l'antagoniste final de la série. Et oui, j'ai dit trauma, c'est pas une blague. Par exemple, le personnage de Shun, qui est le personnage préféré de bon nombre des fans, il affronte le fantôme de sa mère malade du cancer. Et je parle même pas des saisons suivantes où les ados se retrouvent à affronter un gouvernement tyrannique et même mêlés à une guerre entre deux empires galactiques se disputant le territoire. En gros, avec Bakugan, on rentre dans la même catégorie que Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire, c'est quand même fou à quel point les envahisseurs aliens, les gouvernements tyranniques et les forces militaires américaines et japonaises sont prêts à utiliser un jeu de cartes pour arriver à leur fin.
Je dirige la résistance des combattants Bakugan et je m'appelle Mira. Mais sinon, une gimmick connue de Bakugan pour bien vendre son produit, c'était l'évolution. Parce qu'au début, Drago est en fait le Bakugan du nom de Dragonoid, qui après avoir obtenu assez de puissance évolue en Dragonoid Delta, qui évolue en Dragonoid Ultime, qui fusionne avec le noyau de l'infini pour devenir le Bakugan Ultime et donc sauver Vestroya, et évolue en Dragonoid de l'infini. Mais dans la saison 2, les guerriers de légende auront besoin de Drago. Ils le sépareront donc du noyau de l'infini pour qu'il revienne au combat et devienne Neo Dragonoid, qui aura sa forme corrompue, sa forme Maxus Dragonoid, avec des équipements cybernétiques, viendra après Cross Dragonoid. Il va ensuite évoluer en Helix Dragonoid, qui laissera sa place à Lumino Dragonoid, pour juste après évoluer en Blitz Dragonoid, puis en Titanium Dragonoid, puis en Mercure Dragonoid, pour finir en Fusion Dragonoid. Entre ça, les véhicules, les équipements de combat, les Mectogans qui sont rien d'autre que des robots géants, j'ai sincèrement l'impression qu'on essaye de me vendre quelque chose. Et on essayait bien de me vendre quelque chose, comme mentionné, Bakugan, c'est un TCG. Et ben, ce TCG-là, il s'est planté, mais lamentablement. Une des choses qui l'a tué, selon moi, c'est pas seulement le mauvais marketing, mais c'est aussi le fait que les règles présentées dans l'animé étaient beaucoup trop loin des règles du vrai jeu de cartes. Et tu peux commencer à ranger ton commentaire sur Yu-Gi-Oh! Parce qu'il y a une méga différence. Les règles de l'animé Yu-Gi-Oh! Sont adaptées pour les besoins du scénario au point où, en vrai, ça le rendrait totalement injouable, comme la plupart des cartes utilisées par les protagonistes. Sérieusement, petite parenthèse sur Yu-Gi-Oh! Mais le magicien des ténèbres, le dragon blanc aux yeux bleus, le dragon noir aux yeux rouges, c'est pas des bonnes cartes. Les dieux égyptiens, ils sont dégueulasses en compétitif. Pour Bakugan, ben c'est l'inverse, parce que si à partir de la saison 3, il n'y a plus vraiment de règles, on te montre même plus le niveau de puissance des Bakugan, ou très rarement, le fait étant que si tu prends les règles des 2 premières saisons et que tu les appliques à un véritable duel de Bakugan dans la vraie vie, ben non seulement ça a l'air super fun, mais il y a de la place pour du casual, il y a de la place pour du compétitif, et il y a de la place pour du format à 3 Bakugan, à 1 Bakugan, il y a de la place pour faire le jeu de cartes de tes rêves. Et c'est pas ce qui s'est passé, le jeu a vu ses règles changer bon nombre de fois, mais les grandes lignes restent longtemps que tu as tes Bakugan d'éléments Pyrrhus, le feu, Aos, la lumière, Aquos, l'eau, Subterra, la terre, Ventus, le vent et Darkus, les ténèbres. Chaque Bakugan et chaque attribut ont une puissance, leur force et leur faiblesse. Et quand tu joues une carte, tu appliques les bonus indiqués selon l'attribut du Bakugan ou selon le Bakugan que tu contrôles. On avait les cartes capacités qui sont un petit peu l'équivalent des Instant et Sorcery dans Magic ou des pièges et trappes dans Yu-Gi-Oh! Et on avait les cartes portail qui affectent tous les Bakugan se battant dessus. Jusqu'à ce qu'on enlève totalement les cartes portail, on ajoute des nouvelles règles, on en enlève des anciennes, les tournois Bakugan reçoivent pas assez d'attention et donc on en fait mal la promotion. Bref, comme chaotique, Bakugan est une licence qui tombera dans l'oubli. Même le Japon va éventuellement se désintéresser de la série en tant que telle et la série au Canada, elle va se voir reléguée au rang de simple petite série que tu passes les jours de semaine à 6h30 du matin là où il y a personne devant l'écran. Pour le jeu de cartes, le COVID a rendu très difficile le fait de vraiment y jouer et c'est ça le dernier clou dans le cercueil. On avait bien le fait d'y jouer en ligne, mais comme Bakugan est un jeu qui se base autant sur la stratégie que sur la technique de lancer, bah c'était juste pas pareil. Et c'est dommage parce que Bakugan, c'est une licence qui était dans le cœur de beaucoup d'enfants et qui encore aujourd'hui reste quelque part dans le coin de ta tête comme une partie de ton enfance. Et à côté de ça, tu regardes un petit peu la réputation de la télé canadienne et tu te dis que en bout de ligne, avec un crash aussi violent, c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'on se rappelle de Bakugan comme un animé purement japonais. Un animé canadien? Dans les années 2000, l'amour qu'on a pour le Japon aujourd'hui en Occident, ben c'est encore à l'aube de son existence. On était encore à une époque où si tu disais à quelqu'un que tu regardais Naruto, soit tu te faisais ton nouveau meilleur ami, soit tu te prenais une claque à la gueule. Et ça, c'est totalement différent aujourd'hui. C'est si tu regardes Boruto que tu te fais ton nouveau meilleur ami ou que tu te prends une claque à la gueule. Et avec ça apparaît le concept de définition de ce qu'est un animé. Qu'est-ce qui fait d'une série d'animation un animé? Et plus souvent qu'autrement, ce débat, il apparaît quand on parle de Avatar, le dernier maître de l'air. La série qui a prouvé que l'animation occidentale pouvait être sérieuse et mature sans oublier intelligente comme l'animation orientale l'est aujourd'hui. C'est souvent comme ça qu'on défie Avatar, le dernier maître de l'air. J'imagine que Batman, la série animée, on l'encule. Butons alors vers notre sujet principal pour cette section, une autre série moitié canadienne, moitié japonaise, qui vient cette fois vraiment épouser les codes du shonen manga et pas seulement du shonen basé sur les jouets. J'ai nommé... À l'intérieur même de la planète Terre, il existe un monde perdu fantastique.
Dans ce monde intérieur, deux vaillants guerriers combattent bravement le mal à dos d'araignée. Quand les méchants frappent, on fait tout de suite appel au Spider Rider. Spider Rider, c'est l'histoire de Hunter Steele, le petit-fils d'un certain Digger Steele, qui aurait retrouvé l'entrée vers le monde intérieur. Oui, ici, on épouse à peu près le concept de terre creuse dans le sens où il y a un monde à l'intérieur de notre monde. Mais la différence, c'est que c'est pas juste un autre niveau de notre planète qui est creuse. Là, c'est littéralement une dimension poche à l'intérieur du noyau terrestre. Voyons donc comment on en arrive là. L'épisode s'ouvre avec Hunter qui lit le journal de son grand-père et compare ses notes dans sa quête du monde intérieur. Tout le monde riait et disait qu'il fabulait, mais moi je l'ai toujours cru. C'est pourquoi j'ai fait le voyage jusqu'ici. Et si vous êtes comme moi, vous vous demandez comment est-ce qu'un enfant de 11 ans est capable de se retrouver en Amérique du Sud, tout seul avec le journal de son grand-père, pour y découvrir l'entrée de la Terre creuse, eh ben on le sait pas. Hunter, mon enfant. Est-ce que je t'ai déjà parlé de mes voyages au centre de la Terre? Oui, grand-père, tu en parles constamment et c'est pour ça que maman veut plus que je vienne te voir. Tu sais, le monde inférieur est rempli de merveilles, une société chevaleresque, mais dotée d'une technologie incroyable, ce qui m'a toujours fait poser la question pourquoi ils vivent comme à l'âge des ténèbres. Grand-père, tu fabules encore. Mais tiens, mon petit, je t'offre mon journal qui te permettra de trouver le monde intérieur. Mais il y a des cartes, des plans de construction pour des pyramides? C'est quoi ça? Des vaisseaux, des araignées géantes? Grand-père, est-ce que t'as pris tes médicaments aujourd'hui? Retrouve-le, Hunter. Retrouve-le pour moi. Grand-père? Oh non. Bon, en même temps, je suis qui pour refuser les dernières volontés d'un homme? Je te le jure, grand-père, sur mon honneur, je vais trouver le monde intérieur. Non, non, pas du sirop d'érable dans le Nutella, non, non. Oh non, je me suis encore endormi au milieu de la conversation. Oh, il est où le petit hyperactif? J'espère qu'il est pas parti faire une connerie. Et après ça, j'imagine que Hunter, il a simplement dû voler la carte de crédit de sa mère, s'acheter un faux passeport et déclencher une alerte Amber. Hunter, il possède tous les traits des héros de shonen habituels dans le sens où il est courageux, il est un peu simplet sans être stupide, et il fonce tête baissée pour aider qui que ce soit. Et évidemment, il a un goût sans nom pour l'aventure. Si j'en crois le journal secret de mon grand-père, il a découvert un portail quelque part dans cette pyramide. Un portail qui mène au monde intérieur! Hunter va donc pénétrer dans la pyramide et tenter de trouver la porte vers le monde intérieur. Impossible, ça ne peut pas être un cul-de-sac. Au secours, un éboulement m'a enfermé ici! La porte est sûrement ici quelque part. On était 10, j'ai dû manger les 9 autres pour survivre! Inutile de vous cacher! Arrête d'essayer de faire bouger les murs, va chercher de l'aide, petit con! Force Arachna! C'est tout ce qu'il fallait faire. Roger, il y avait un mot de passe. Oh non, j'ai mangé Roger. Il va ensuite trouver un bracelet qui va lui permettre d'ouvrir une porte le menant où ça au monde intérieur, où il fera au passage la rencontre d'une femme mystérieuse qui se révélera plus tard comme étant l'oracle. Pendant ce temps, au royaume d'Arachna, on fait connaissance avec la petite princesse Sparkle qui va avoir vent de l'arrivée de ce qu'on appelle un terrestre. Mais c'est le cas aussi chez les méchants. Un humain vient de pénétrer dans le monde intérieur. Eh bien, il semble que l'oracle a encore certains pouvoirs, mais pas pour longtemps. Bon, petite parenthèse comme ça, c'est cliché et edgy, mais le fait étant que oui, Spider Rider a de très bons méchants. Dites-moi en commentaire si une vidéo sur le sujet, ça vous intéresse. En fait, dites-moi en commentaire, est-ce que, avant cette vidéo, vous vous rappeliez de Spider Rider? C'est arrivé en bas que Hunter tombera sur Corona, un autre personnage principal, et sera attaqué par une araignée géante. Mais cette araignée, c'est en fait notre deutéragoniste nommé Shadow qui nous expose certains éléments par rapport au bracelet d'Hunter. Seuls les grands guerriers ont l'honneur de porter un bracelet. Cette falaise est située à l'extrémité sud-ouest du royaume d'Arachna. Quoi? C'est où ça? Dans le monde intérieur, tout le monde connaît le royaume d'Arachna. Jusqu'à ce que les personnages soient attaqués par les méchants qui sont les Invectides et qui s'opposent au royaume d'Arachna qui, eux, combattent le mal avec leur armée de chevaliers, j'ai nommé les Spider Riders. Et là, l'Invectide va invoquer son robot Beetle qui va forcer les gentils à révéler leur pouvoir secret. C'est là qu'on aura la séquence de transformation de Hunter qui va recevoir son arme de Spider Rider et où on voit ce qu'une araignée et son Rider sont capables de faire quand ils travaillent ensemble. Les épisodes suivants vont nous introduire à plusieurs personnages comme Igneous qui est un peu le grand frère de la série et le Chevalier Blanc, le Prince Lumen, héritier du trône d'Arachna. Deux personnages qui sont honnêtement très intéressants et dont je garde de très bons souvenirs. Et on a aussi Akune Spider Rider Maléfique qui fait un peu office de rival pour Hunter. Elle est accessoirement un des personnages les mieux développés de la série. Oui, les Invectides contrôlent Akune grâce au masque qu'ils lui font porter. Il y a aussi Magma qui était mon personnage favori enfant, qui a toute une storyline à lui étant un Spider Rider renégat qui poursuit la sœur de son araignée pour tenter de la libérer. Et ensuite, t'as
Corona. Et Corona, si vous êtes comme moi, en la voyant, vous avez des red flags qui vous allument, dans le sens que c'est la petite fille, elle s'habille en rose, elle a un arc avec des petites ailes. Bref, elle va pas servir à grand-chose à part se faire capturer tous les 6 épisodes. Eh ben non, plus souvent qu'autrement, Corona se révèle être un personnage tout à fait capable de se défendre tout seul, intelligente et pleine de ressources, sans parler du fait qu'il y a tout un élément de lore autour de son personnage qui en fait un des points centraux du scénario. C'est même le point central d'un des premiers épisodes où Corona se rend compte qu'elle ne sera jamais une adolescente normale, mais que c'est pas grave parce que, en contrepartie, elle a le droit d'être une Spider Rider et d'utiliser son talent pour protéger le royaume d'Arachna. Même la petite princesse Sparkle, je vous jure, il y a des épisodes où est-ce qu'elle pète des culs. Je t'aurais averti! La série tourne autour de la guerre contre les Invictides et aussi autour des clés de l'Oracle, 4 artefacts permettant aux Spider Rider de débloquer les pouvoirs. Et là, c'est probablement une des plus grosses déceptions de mon enfance tout là-haut avec maman, est-ce que papa vient passer Noël avec nous cette année? C'est qu'est-ce que les Spider Riders sont capables de faire avec les clés de l'Oracle. Plus un Spider Rider manipule de clés en même temps, plus il devient puissant. Et on a vu la forme de base de Hunter et Shadow, leur forme à 1 clé, à 2 clés, et leur forme 4 clés. Et en bout de ligne, visiblement, c'est quelque chose d'assez rare pour le souligner, mais Spider Rider, c'est un dessin animé canadien qui a eu droit à une véritable fin. Une véritable fin sans qu'on nous ait jamais montré c'est quoi la forme 3 clés de Hunter et Shadow. Ma petite théorie, c'est qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas être renouvelés et qu'ils ont préféré privilégier le fait de ne pas nous laisser en suspens et de faire une fin satisfaisante plutôt que de faire plus de merchandising et de montrer c'est quoi la forme 3 clés. Et le fait étant que le choix était judicieux parce que la fin, elle est bien. Dans le dernier épisode, les héros attaquent le château des Invictides et le seigneur Mantide est mis à genoux. Mais comme un Spider Rider jure de protéger le monde intérieur et ses habitants, ça inclut Mantide. Et comme Hunter refuse d'utiliser le pouvoir de l'oracle avec la rage au cœur, il refuse aussi d'achever Mantide, le méchant de la série qui a fait tant de mauvaises choses, et lui offre son aide. Mantide prend la main de Hunter, il retourne dans le monde supérieur d'où il venait, retrouve son amour et tout est bien qui finit bien, y compris pour Hunter qui finit la série en route vers sa prochaine aventure. Et dans le monde supérieur, j'imagine que les parents de Hunter, ils font une dépression pour avoir perdu leur seul enfant. Mais ce qui s'en vient après, je vous jure, c'est bien. Quand l'animation tente quelque chose. En 2007 va sortir une série qui ne sera ni adorée ni détestée. Une série mid, comme on dit aujourd'hui, mais qui a un avenir assez particulier dans l'ère d'Internet. Et cette série, c'est Stormhawks, les Seigneurs du Ciel. Voici l'Atmos, berceau de milliers de royaumes majestueux. Chacun d'eux est sous la protection d'un Seigneur du Ciel. Ces derniers doivent affronter toutes sortes de monstres. Des barbares, et pire encore, des buzzards. Petite mise en contexte, la série se déroule sur l'Atmos, un monde complètement recouvert de brume où la surface est inhabitable due à des activités volcaniques. Le monde a donc bâti sa civilisation dans les airs sur les hautes montagnes qu'on nomme Terra, qui servent de ville et chaque Terra est sous la protection d'un Seigneur du Ciel et de son escadrille. Le tout contre les buzzards de la maîtresse Cyclonis et de ses cycloniens. Un jour, le leader des Stormhawks fut trahi par son second et son escadrille fut vaincu, jusqu'à aujourd'hui où se ramène Aero, le dernier descendant de la lignée des Stormhawks, et son escadrille. Aero est un personnage très sympathique, il est charismatique, drôle, gentil et son chara-design est réussi. Et c'est le gros point fort de Stormhawks. Non, c'est pas vrai, c'est un des gros points forts de Stormhawks, c'est que les personnages sont géniaux. Parce que pour l'escadrille d'Aero, nous avons Junko le Torgnole est spécialiste du corps à corps qui possède des broyeurs, une paire d'armes qui décuple sa force qui de base est incroyable. Mais Junko c'est aussi un comic relief très efficace et surtout c'est un personnage qui manque énormément de confiance en lui et qui a plein d'arcs intéressants qui tournent autour de ce fait. Un des meilleurs épisodes justement c'est quand il perd ses broyeurs, qu'il pense maintenant qu'il est faible et qu'il doit apprendre que non, il n'est pas simplement bon à manipuler sa paire d'armes, mais qu'en lui-même il est un personnage totalement capable. On a ensuite Finn, le tireur d'élite qui joue souvent les idiots égocentriques, mais qui en fait a un vrai sens du devoir et surtout le cœur d'un vrai héros, sans parler de sa capacité de tireur. Et voilà, Finn, c'est le deuxième comic relief avec Junko. Ils font un duo d'enfer et surtout il fait ce que tout bon comic relief devrait faire, c'est-à-dire il est l'homme de l'équipe et il rend les situations difficiles supportables. On a Piper, une mécano super brillante dont le travail est de tout comprendre pour éviter qu'on fonce dans le mur, ce qu'elle fait généralement plutôt bien. Et on a Stork, le pilote du Condor, hypochondriaque, paranoïa et agoraphobe, qui honnêtement, j'aimerais savoir c'est à quelle époque de ma vie où je suis devenu Stork. Damnette, je vous avais dit que j'étais maudit. Moi, c'est qu'un petit boulot en attendant de trouver mieux. Et puis traiter une ère de souffrance, de douleur et de haine, de lutte de pouvoir, de tourment et de dépression chronique. C'est peut-être déjà en marche.
Et bien entendu, t'as Radar, la mascotte de la série, qui, fun fact, c'est assez rare pour le mentionner, mais n'a pas eu de produits dérivés. Ou s'il y en a eu, ils sont assez obscurs pour pas qu'on s'en rappelle et pas que je les ai retrouvés via mes recherches. Parce que oui, c'est possible de retrouver d'anciens produits dérivés en ligne, et pour Stormhawks, ben il y en a vraiment pas beaucoup. On parle plus des DVD et des livres qui ont suivi. Et en vrai, Stormhawks ramasse des notes professionnelles assez moyennes. Par exemple, il y a IGN qui n'hésite pas à dire que c'est OK pour les enfants, mais que les enjeux de l'histoire, on ne les ressent jamais vraiment et que ça fait pas le figure comparé à Avatar, le dernier maître de l'air. D'accord, mais... De base, IGN, je pense que j'ai pas besoin de le mentionner, mais vous vous doutez de mon opinion, j'ai tendance à pas boire leurs paroles. De deux, ouais, Stormhawks est inférieur à Avatar, le dernier maître de l'air. À Avatar. C'est sorti en 2007. Bien sûr qu'elle souffre de la comparaison avec ce qui est devenu une série intouchable des années 2000. Avatar, c'est pas vraiment une valeur étalon, c'est pas une comparaison pertinente, c'est le top du top. C'est comme si toi, demain, tu revenais du cinéma et que tu disais « Ouais, Inside Out 2, c'était pas mal, mais c'était pas Shawshank Redemption. » Bref, j'ai l'impression que les séries animées d'aventure de l'époque, Avatar le fait souffrir par la comparaison. Et c'est peut-être ça qui a fait que Stormhawks, on s'en rappelle moins aujourd'hui. Et honnêtement, ben, ça se voit un peu. Même si les notes moyennes se multiplient, la série va quand même rester diffusée pendant 3 ans environ, et en rétrospect, beaucoup de créateurs de contenu admettent que Stormhawks avait un énorme potentiel. Et il y a de quoi donc, parlons-en, par exemple, cette animation. Moi, je suis quelqu'un de super parti pris sur le fait que l'animation est le médium de storytelling supérieur au cinéma et à la télé, et de manière générale, j'ai tendance à préférer l'animation traditionnelle à l'animation en CGI. Ce pour beaucoup de raisons. Principalement parce que mon problème avec le CGI, c'est qu'on a tendance à vouloir que ça ressemble de plus en plus au live action, alors que c'est pas ça le but. Le but qu'une histoire soit racontée en animation, c'est de tirer profit du fait qu'on regarde un dessin animé. On peut tricher avec les proportions, on peut tricher avec la physique, la perspective, bref, plein de choses que tu peux pas faire avec le live action et de choses que tu pourras de moins en moins faire avec le CGI si ça devient de plus en plus réaliste. Par exemple, Encanto, ça reste visuellement magnifique, mais en animation traditionnelle, j'imagine pas à quel point ça aurait été aussi impressionnant que la Planète au Trésor. Entre ensuite Stormhawks, une série de 2007 animée en CGI. Ouais, 4 ans plus tôt, ça avait pas bien marché pour Spider-Man. Mais pourquoi est-ce que le CGI de Stormhawks fonctionne? C'est parce qu'on n'essaye pas de te vendre du photoréalisme, on essaye de te vendre quelque chose de nouveau. Très souvent, Stormhawks va venir briser la physique. Il t'offre des formes pas possibles, de la comédie visuelle de cartoon, le tout vient même créer sa propre identité visuelle. En parlant de ça, le visuel, ce n'est qu'un des éléments qui rendent le world building de Stormhawks ce qu'il est, à savoir quelque chose d'excellent et de cohérent. Les personnages utilisent toujours des cristaux d'énergie, on comprend que les humains dans ce monde ont construit des machines capables de puiser une certaine forme de pouvoir depuis sa cristallisation. Ce qui vient donner ce mélange entre le Rune Punk de Digata et le Biopunk Scrap Iron de Jak and Daxter. Sans oublier qu'on le voit que le monde y est construit selon ses propres règles, son propre relief, sa propre topographie, un monde où se déplacer sur des motos volantes est la seule solution. Tout ça fait que Stormhawks, j'ai tendance à dire, c'était peut-être même en avance sur son temps. J'hésite pas à dire que ça aurait pu être le Spider-Verse de son époque, mais que fouillez-moi pourquoi, ça a pas marché. J'adore aussi les armes et véhicules ici. Je sais qu'on essaye de me vendre quelque chose, mais honnêtement, je m'en fous parce que ça rend tellement bien à l'écran. Le tout avec la guerre contre les cycloniens, tu vois vraiment que tout ce qui a trait au ciel, au monde des tempêtes, c'est devenu une priorité de l'humanité parce qu'elle vit maintenant là-dedans de façon quotidienne. Sans oublier que l'histoire de Stormhawks, elle est détaillée et bien travaillée. Et, comme mentionné, c'est ce qui la rend hardcore. De base, l'épisode 1 commence par un entraînement où Aero tente d'échapper au reste de son escadrille. Ici, la mise en scène est excellente. Si t'avais pas été spoilé par le générique d'intro 3 secondes plus tôt, t'aurais vraiment pu penser que c'est juste quelqu'un qui tente d'échapper aux méchants de la série. Mais surtout, cette introduction te fait comprendre à quel point Aero, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques et qui est un excellent pilote. C'est une bonne façon d'introduire la série. Tu captes l'attention du personnage avec beaucoup de mouvements et beaucoup d'énergie. Comme ça, il est prêt à écouter dans 10 minutes quand l'exposition va commencer. Comment est-ce que cette série a pu éviter d'être rappelée comme une prouesse de son époque et un exemple à suivre en termes de world building? Ben, j'en ai absolument aucune idée parce que c'est une série qui a été oubliée. C'est un lost media et les informations sont difficiles à retrouver. Mais je pense que j'avais constaté quelque chose et je l'avais peut-être déjà constaté à l'époque. De base, à 8 ou 9 ans, je trouvais que Stormhawks était très difficile à regarder. Pourquoi? Parce que les plages horaires où elle était diffusée, ben, ça changeait tout le temps. Forcément,
forcément, si les épisodes sont diffusés de façon random pour meubler des plages horaires et qu'on n'a jamais un épisode tous les jours à la même heure, ça aide pas forcément un enfant à se conditionner à le regarder. Surtout si de base, tu le bouges d'une heure de plus grande écoute pour le mettre à une heure de plus petite écoute, pour mettre à son ancienne plage horaire quelque chose qui a plus de succès. Et c'est probablement ça qui arrive, c'est pour ça généralement que tu bouges une série. Il y a des épisodes de Stormhawks, je me rappelle, ils étaient diffusés à 6h30 du matin, voire plus tôt. Pendant très longtemps, j'ai cru que la série, elle avait juste été annulée. Et même simple constat ici, mais toutes les autres séries dont j'ai parlé aujourd'hui, dans la cour de récré, on en parlait. Chaque fois que j'allais chez un ami, je voyais un jouet venant des autres séries que moi aussi j'avais. Mais pour Stormhawks, il y avait absolument rien. Et je pense que si en fait les gens parlaient pas assez à l'époque et il n'y a pas eu assez de produits dérivés ni assez d'engouement, et ça a fait de Stormhawks une série avec du potentiel, mais qui a été vite reléguée au rang d'épisode de remplissage. Et malheureusement, c'est loin d'être la seule dans son cas. Quand l'animation échoue. Petite notion de télévision, quand on produit une série, ça vient avec un contrat. Un contrat qui dit qu'on s'engage à produire, disons, tel nombre d'épisodes pour être diffusé tel nombre de temps sous telles conditions, etc. Et malheureusement, comme ce qui a l'air d'être arrivé à Stormhawks, quand ça marche pas, ça marche pas. Et il est toujours possible de bouger la diffusion d'une heure de plus grande écoute, comme par exemple 8 heures du matin un samedi, vers une heure de plus petite écoute, comme par exemple 5 heures du matin un mercredi, là où il y a personne devant l'écran. C'est ce qui est arrivé à la série suivante, la série dont je vais vous parler, qui en plus est une série québécoise. J'ai nommé Blaise le Blasé. Oh mon dos! Maman, arrête de fouiller dans ma chambre! Blaise le Blasé, si ça vous dit quelque chose, c'est une série produite à 65% au Québec et à 35% en France. Petit concept, on suit Blaise Leblanc, un ado qui est blasé comme le nom de la série l'indique, qui fait sa petite vie, il va à l'école, il voit des amis, il sort avec des filles, etc. Et honnêtement, ça peut paraître chiant, mais c'était très divertissant à cause de la façon dont la série est racontée. À cause des éléments de mise en scène, des thèmes récurrents, même les bruitages étaient excellents. Beaucoup de personnages étaient très empathiques, très appréciables, leur chara-design était fun, et la série, si on devrait s'en rappeler, je pense que c'est surtout pour ses gimmicks, comme par exemple les épisodes qui commencent avec un petit peu un teaser de ce qui va arriver. Vous êtes colérique. L'origine de votre colère est pulsionnelle. Je suis fatigué, c'est tout. Il faut que vous remettiez l'école dans son état normal. Ou aussi ces espèces de moments extra-diégétiques où Blaise il rentre dans son petit monde après avoir vu une belle fille. Et notamment un estière, c'est le personnage de Gaétan Gilbert, le meilleur ami de Blaise, qui vient d'une famille totalement consanguine, même si c'est jamais dit, où le nom de tous les cousins, frères et etc. sont les initiales GG. Gabriel Gédéon, c'est ça? Non. Gontran Guillaume? Gratien Godefroy? Ben non, espèce de rigolo post-pubère. C'est Gaston Georges. Oh, c'est simple comme gag, mais ça fonctionne. Et ce dessin animé, comme mentionné, c'est un petit peu le Lost Media québécois du Lost Media québécois. J'ai trouvé absolument rien sur son historique de diffusion. Tout ce que je me rappelle, c'est que très souvent, Télétoon allait déprogrammer un épisode pour mettre autre chose à la place et que après que les 26 épisodes aient été totalement diffusés, la série est passée en rediffusion à 5 heures du matin. Vous savez, les séries diffusées à 5 heures du matin, c'est ces séries qui viennent après 3 publicités de 30 minutes qu'on met simplement parce qu'on est encore sous contrat de les diffuser, mais qu'on peut les diffuser très tôt parce que là, tu perds pas de l'audimat forcément. Bref, moi, je regardais très souvent parce que j'avais des gros problèmes de sommeil. J'ai toujours des gros problèmes de sommeil, je sais pas d'où ça vient. Elle est bonne, cette caféine. Mais bref, Blaise le Blasé et son protagoniste Blaise Leblanc, honnêtement, Blaise, c'est mon animal spirituel. Promets-moi que tu toucheras jamais à la cigarette, à la drogue, puis au casse-tête chinois. Non, plus sérieusement, Blaise le Blasé a été diffusé en 2008, l'année de mes 10 ans. Et à 10 ans, moi, c'est là que j'ai commencé à peut-être sentir la transition vers l'adolescence. J'ai commencé à sentir que je devais commencer à grandir. Et ça n'a absolument pas rapport avec le fait qu'on n'a toujours pas fêté mes 10 ans. Alors forcément, une série comme Blaise le Blasé qui parle de la vie adolescente, mais d'un point de vue humoristique, ironiquement, le fait que je sois trop jeune pour peut-être tout comprendre, c'est ce qui la rendait aussi intéressante. C'était comme un petit teaser de ce qui arrive. Et pourquoi je dis que cette série était hardcore alors? C'est justement ça, à cause du réalisme, de la façon dont certains problèmes d'adolescents et certaines situations que j'allais vivre plus tard étaient mis en scène. Et là, je parle surtout des thèmes abordés qui allaient du quotidien à des trucs un peu plus malsains. Blaise, c'est un ado qui a des problèmes d'ado avec sa famille, mais c'est pas des clichés parodiques à la « de toute façon, tu comprends pas ce que je ressens, je me pousse d'ici dès que j'ai 18 ans ». Non, ici, c'est juste un ado renfermé
abandonné, avec une mère poule envahissante et un père qui sait pas trop comment communiquer avec son fils. Et ça traite le tout de façon mature et tout public, mais ça veut pas dire qu'il y a pas plein de blagues que j'ai compris après avoir grandi. Hey, les gars, sortez du placard. Et quand tu tombes dans le réalisme, de facto, tu peux tomber dans la zone du hardcore quand tu abordes des sujets un petit peu plus graves comme la maladie mentale. Déjà, de base, Blaise, dépression adolescente. Mais c'est pas de lui que je veux parler. C'est du personnage de Fanny Coton. Au milieu de la série est introduite Fanny, avec qui Blaise va entamer une relation amoureuse. Le tout bien sûr avant de se rendre compte qu'elle est envahissante, voire dérangeante. Il va donc finir ça ici, et c'est là que ça devient très dérangeant. Pour le reste de l'épisode, elle va se mettre à stalker Blaise, toujours à le harceler, voire à menacer tout le monde qui s'approche de lui. C'est même impliqué que Fanny a une voix dans sa tête qui la pousse à commettre des actes de violence. Fais à vos Blaise depuis le début, fais-le. Elle va revenir dans la série et ce, à 2 occasions. La première, c'est quand elle est conseillère dans un camp de vacances avec Blaise. Un camp de vacances dans lequel Blaise n'a jamais appliqué pour être un moniteur. On découvre que c'est Fanny qui a envoyé la lettre à sa place pour se rapprocher de lui. Mais arrivée là, elle se présente à Blaise, ne se rappelle même plus de qui il est, elle le gaslight et l'espionne. Et ça finit à peu près comme vous pensez que ça va finir. Fanny révèle son jeu, elle kidnappe Annette, qui est le crush récurrent de Blaise. Blaise pense même qu'elle l'a tué. Et c'est vraiment pas le pire qui arrive avec ce personnage. Dans un des derniers épisodes de la série, Fanny trafique les rapports médicaux de Blaise qui était à l'hôpital parce qu'il est mal retombé pour le garder en surveillance et compte l'infecter avec une bactérie qui va lui faire perdre tous ses cheveux. Le but étant que Blaise devienne aussi inattirant que possible pour que Fanny puisse l'avoir à elle toute seule. Et Fanny Coton, c'est un personnage qui est mentalement tellement dérangeant et what the fuck que si cette vidéo fonctionne et que vous me la réclamez assez en commentaire, je considérerais l'idée d'en faire une analyse du mal. La balle est dans votre camp. Blaise, la prochaine fois, tu me reconnaîtras pas. Mais aussi, si j'adore Blaise le Blasé, c'est parce que c'est une série qui est très représentative de ce que c'était les années 2000 et l'animation québécoise en général. Voir l'animation en tant que telle, parce qu'en 2024, presque tout le monde regarde des animés, mais il y a 20 ans, animation, c'était encore égal à produit pour enfants. Aujourd'hui, plus que jamais, la ligne se brouille. On a des produits d'animation pour adultes, on a des produits live-action pour enfants. Et même si, théoriquement, ça a toujours été le cas, c'est beaucoup moins complexe que ça l'a déjà été. Blaise le Blasé en est la preuve. Tu peux avoir de beaux visuels, des intrigues intéressantes et du réalisme qui parle à un public plus vieux. De l'animation avait toujours de la misère à se faire prendre au sérieux. C'est probablement pour ça qu'il n'y a jamais eu de suite à l'histoire de Fanny et de Blaise et que la série est passée en rediffusion à 4h30, 5h du matin. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est au style 4 Spider Rider. Du moins, c'est ma théorie parce que, comme mentionné, au niveau de la perte des médias, c'est très difficile de trouver des informations sur la diffusion de Blaise le Blasé. Et si vous en avez, allez en section commentaires. Et donc, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller lire les commentaires. Et je tiens à le mentionner, mais tout ce que j'ai mentionné sur les heures de diffusion, c'est juste des trucs que moi, je me rappelle de mon enfance parce que de temps en temps, je me réveillais à 4h du matin, je me rendormais pas et j'allais regarder la télé. Et c'est très dommage pour Blaise le Blasé en tant que tel parce que la fin de l'histoire de Fanny Coton, elle se finit sur la promesse de revenir et de frapper quand on s'y attend pas. Ce qui est très dérangeant. Le point étant donc, l'animation canadienne, c'est autre chose. Et j'ai l'impression que ça l'a été depuis très longtemps. On n'avait peut-être pas le budget, mais les séries animées canadiennes qui étaient diffusées, c'est celles qui prenaient du risque. C'est celles que tu repoussais vraiment les limites de ce que tu pouvais montrer à des enfants. Toutes les séries ou presque que je viens de vous montrer, elles ont un point commun. On n'hésite pas à t'exposer les conséquences de ce qui se passe. Même Chaotique et Bakugan, qui sont vachement américanisés et plus enfantines que le reste, on retrouve des épisodes qui plongent profondément dans les peurs et insécurités de certains personnages, comme quand Dan a perdu son drago et quand Tom se prend d'amitié pour une créature qui est condamnée à mourir dans son habitat naturel. La fin de Spider Rider, où la morale est d'aider son prochain quel qu'il soit, nous amène aussi au bord de l'abysse et nous explique ce qu'il se passe quand on utilise un grand pouvoir avec de mauvaises intentions. Dans Stormhawks, Aero est le dernier héritier de la lignée des plus grands seigneurs du ciel et il doit porter leur héritage du haut de ses 14 ans. T'as même un épisode où on t'explique c'est quoi la propagande militaire et pourquoi c'est dangereux. Maintenant que j'y pense, le point commun de la plupart des dessins animés présentés dans cet épisode, c'est que t'as des enfants et jeunes ados qui se retrouvent avec des responsabilités d'adultes beaucoup trop grandes pour eux. Ici, on te montre l'envers de la médaille, on te montre pourquoi et surtout à quel point c'est pas normal qu'un ado se retrouve dans une genre de situation où il doit combattre un empire qui tente de prendre la galaxie ou une guerre civile. Et attention, bien sûr, il y a des degrés là-dessus. Stormhawks, c'est un thème qu'on te tease à peine, versus Digata où c'est presque dit textuellement que les personnages n'ont jamais eu d'enfance
l'enfance et se retrouve dans une situation dans laquelle il n'aurait pas dû se retrouver. Et après, il y a Blaise le blasé avec Fanny. Oh mon Dieu, envoyer ce personnage voir un psychiatre. Oh attends, c'est ça qui se passe. Fanny Coton finit dans un asile psychiatrique. Et je plaisante pas, c'était diffusé juste après un épisode des Looney Tunes. Et il n'y a pas vraiment de morale ici, si ce n'est, croyez-en l'expérience d'un enfant canadien élevé sur des produits d'animation canadiens. Les enfants peuvent en prendre vachement plus que ce que vous pensez. Soyez donc sûrs de faire confiance à vos enfants, de garder un œil sur ce que eux regardent, mais surtout, rappelez-vous que c'est ce qui a permis de forger l'enfance de beaucoup de petits Canadiens. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour voir l'épisode 1. Dites-moi en commentaire de quel autre sujet on devrait traiter, quel est le dessin animé canadien de votre enfance, et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche, ainsi que laisser un like et nous suivre sur Instagram au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.